Et il est temps de retrouver nos éditorialistes pour commenter l'actualité de ce vendredi. Aujourd'hui, Patrick Le Yarrick et François Dorcival. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe. On va commencer, si vous le voulez bien, par une séquence. Puisque quand je suis arrivé aux responsabilités, c'était 0. Ou un peu plus, 0,2. Donc ça va mieux. Eh ben oui, ce matin, on peut se dire, effectivement, ça va mieux. On vend des rafales et Marisol Touraine nous annonce, je cite, que la sécurité sociale est sauvée. Son déficit fond comme neige au soleil. Laura Pouget. En 2017, le trou de la Sécu aura disparu. Derrière la phrase choc de Marisol Touraine, quelle est vraiment la réalité ? Ce qui est vrai, c'est que le déficit de la sécurité sociale est en baisse. En 2016, d'après la Commission des comptes, il devrait se porter à 7,1 milliards d'euros, contre 10,8 milliards l'an dernier, soit son plus bas niveau depuis 2002. Dans les Échos, Marisol Touraine promet qu'en 2017, 3 branches sur 4 seront à l'équilibre, et que l'assurance vieillesse dégagera même un excédent d'1,6 milliard. Mais le résultat est à nuancer, car le Fonds de solidarité vieillesse, qui verse les cotisations retraite des chômeurs et le minimum vieillesse, restera lui dans le rouge. Quant à l'assurance maladie, la ministre affirme que son déficit passera de 4,1 à 2,6 milliards. Une baisse conséquente si elle est confirmée, mais pas encore un assainissement des comptes. Pour maintenir le cap, Marisol Touraine mise entre autres sur l'augmentation du prix du tabac à rouler. La ministre a également annoncé qu'un fonds pour l'innovation médicale, doté de 800 millions d'euros, serait lancé pour financer dans la durée les traitements innovants contre le cancer. Il y a eu de difficiles réformes de structure, reconnaît Marisol Touraine. Mais si au bout du compte, la Sécu est sauvée, ça valait peut-être la peine de faire tous ces efforts ? Si la sécurité sociale se porte mieux, c'est une bonne nouvelle. Seulement, c'est à quel prix ? Au prix des remboursements, au prix d'augmentation de dépenses ou frais médicaux. Et dans les mesures qui sont annoncées, on ne parle pas des questions essentielles, c'est-à-dire on ne stabilisera pas la sécurité sociale si on ne revient pas à une politique de plein emploi. Ça, c'est une question fondamentale. Secondement, seuls les revenus du travail cotisent aujourd'hui. Il faut que les revenus du capital participent, pas seulement pour la CSG, combler quand même. la CSG, mais qui est une contribution supplémentaire et ils y participent de moindre façon par rapport aux salariés et aux retraités, tandis que les actifs financiers des entreprises en sont exonérés. Si on veut une sécurité sociale bien portante et qui couvre en pensant aux 50 années qui viennent, parce que la révolution démographique qui est à l'œuvre avec le vieillissement, avec de plus en plus de gens en retraite et avec des besoins médicaux nouveaux, il faut trouver des recettes nouvelles et il faut les chercher de ce côté-là. Oui, ça je ne peux pas démentir Patrick Le Yarrick sur un point central qui est celui, naturellement, de l'emploi. Alors cela dit, ce qui est intéressant dans cette diminution du déficit des différentes branches de la sécurité sociale, parce que ne confondons pas tout. Je veux dire que le trou de la Sécu ne disparaît pas. Il est encore de 7 milliards cette année, il sera de 4 l'année prochaine. Mais tous les regards convergent sur l'assurance maladie, ce qui est naturel. Encore que si la branche vieillesse est en excédent, c'est aussi à cause des réformes de la droite. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a le sentiment que c'est une sorte de préface à la politique de droite que celle-ci est en train de présenter au public à travers les campagnes des primaires, etc. Je veux dire, économie partout. Alors, les économies partout, il y a quand même un certain nombre de points qui méritent d'être soulignés. Ces économies, aujourd'hui, mais demain, il faudra revoir la rémunération des infirmières et des personnels de santé. Il faut déjà prévoir l'augmentation des rémunérations pour les médecins, pour leurs consultations, à quoi s'ajoute évidemment l'endettement très élevé des hôpitaux. Donc, constatons ce qu'il est, mais sachons également mesurer les compliments à l'égard de cette politique, parce que celle-ci dissimule sous le tapis, comme on dit, un certain nombre d'obligations que la droite trouvera l'année prochaine. Bon, on ne vous a pas
senti forcément enthousiasme par cette nouvelle de Marisol Touraine. Alors, je ne vais pas vous forcer la main, mais tout de même, il y a une autre nouvelle positive. Ce matin, nouveau contrat pour le Rafale. Longtemps, le Rafale, c'était un peu comme, vous savez, Jean-Claude Duss dans Les bronzés font du ski. Allez, aujourd'hui, je sens que je vais conclure. Et puis, peu rien à l'arrivée, mais depuis quelques mois, le vent tourne et ce matin, la France et l'Inde ont conclu la vente de 36 Rafales, absolument. Est-ce que c'est pas aussi une victoire diplomatique pour François Hollande, voire Jean-Yves Le Drian dans ce dossier? Comment vous l'analysez, cette vente? Oui, c'est une victoire diplomatique d'une multiplicité d'efforts qui sont faits par le ministre de la Défense, par le président de la République vraisemblablement. C'est aussi une reconnaissance de la qualité de notre aéronautique. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour les ouvriers et les salariés dans les usines. D'un autre côté, nous souhaiterions plutôt que dans un monde idéal, il n'y ait plus de Rafale ni de bombes nucléaires. Oui. Alors, comme l'idéal n'est pas de ce monde, pour le moment en tout cas, essayer d'y arriver. Je crois qu'il faut se réjouir de deux choses. Effectivement, de ce que ce contrat soit enfin signé, 36, mais c'est 36 qui s'ajoutent au précédent contrat, et au total, donc, depuis 2014, nous avons signé pour la vente de 84 avions, ce qui est très important. Et moi, effectivement, je souligne le côté stratégique, plus encore que diplomatique, de ce contrat. Stratégique parce que la France, et en particulier Jean-Yves Le Drian, naturellement, mais la France a su soutenir l'Égyptien Sisi, alors que, notamment, les Américains étaient encore en train de soutenir un frère musulman au Caire. Et ça, c'est un marqueur important pour la diplomatie et la stratégie française en Orient. Le deuxième point, c'est que en Inde, notamment, nous avions une compétition formidable, non seulement avec certains Européens, mais aussi avec les Américains et les Russes. Et l'avoir emporté, eh bien, cela prouve que nos arguments techniques et nos arguments politiques ont été les plus forts. D'abord, il y a une bonne nouvelle, même si, effectivement, c'est un avion de guerre, on ne peut pas nier l'évidence. Oui, et puis de toutes petites remarques. Si la coopération, elle se développait sur d'autres bases que simplement la coopération militaire, ce serait mieux. Et si on pouvait avoir le même type de coopération pour les trains, on sauverait Alstom-Belfort, on ne serait pas dans le pétrin où on est. Alors ça, c'est une remarque intéressante parce que souhaitons, mais je crois que c'est comme ça qu'il a été négocié, que ce contrat de 8 milliards ne soit pas l'équivalent du contrat de 5 milliards que Alstom avait signé avec les Américains au mois de juin ou au mois d'août, et avec tellement de contreparties qu'en réalité, le déplacement des revenus de ce contrat était entièrement sur le sol. Le TGV était fabriqué sur place. Là, c'est pas le cas. On a le même type de contrat avec l'Inde. Oui, Dassault doit réinvestir la moitié de la vente en Inde. Bien sûr, il y a toujours des contreparties, des avancées technologiques, etc. Mais ça, c'est vrai. Mais il n'empêche que c'est aussi du travail pour les ouvriers français. On s'intéresse à présent à la primaire de la droite. On ne s'en lasse pas, car chaque journée nous apporte son lot de petites phrases, assassines souvent, au risque de masquer les débats de fond ce midi. La réponse de Nicolas Sarkozy au fameux tweet d'Alain Juppé qui avait écrit « Nullité du débat politique que soulèvent certains à droite et à gauche. On débat des Gaulois, et si l'on parlait d'avenir ?» Fin de citation. À suivre donc la réponse de Nicolas Sarkozy et l'attaque de Jean-François Copé sur ce même Nicolas Sarkozy qui monopoliserait les moyens du parti. Je ne polémiquerai pas, ni avec Juppé, ni avec qui que ce soit. Dire les autres sont nuls, c'est classique, c'est ce que dit... c'est ce que dit tout le monde. Et ça ne fait pas avancer le débat. Je suis certain qu'Alain, avec les grandes qualités qui sont les siennes, va nous redresser ça à lui tout seul. Je lui fais confiance. Et s'il pense que c'est pas bien, surtout qu'il ne se gêne pas pour relever le débat. Des moyens et des pouvoirs que les autres n'ont pas, avec le soutien du parti. Vous dénoncez une espèce d'utilisation de pouvoir en tout cas, c'est un fait, mais surtout au-delà de ça... C'est un fait que quoi, pardon ? Je le regrette, oui, bien sûr, mais c'est comme ça fait partie des données de cette campagne. Bien, on s'interroge, vont-ils tenir sur ce rythme jusqu'au 20 novembre ? C'est de date du premier tour de la primaire. Naturellement, oui, bien sûr. Cela dit, je crois que ce qui va être très marquant, ce seront les 3 débats télévisés qui vont les mettre côte à côte, mais face au public,
d'ici au premier tour de la primaire, c'est-à-dire d'ici au 20 novembre. Maintenant, si on revient sur le fond, c'est-à-dire cette lamentable polémique sur les Gaulois, c'est pas forcément Nicolas Sarkozy qui l'a lancé. Parce qu'il a fait une phrase, mais enfin, Nicolas Sarkozy peut répondre à tout instant, écoutez, mon père est hongrois, ma grand-mère maternelle est grecque, et comme il le dit, on m'a pas appris l'histoire ni de la Grèce, ni de la Hongrie, on m'a appris l'histoire de France. Donc, cette polémique, elle a quand même été créée par toute une série d'adversaires qui étaient enchantés de pouvoir utiliser cette affaire. Enfin, ils n'auraient pas fait de polémique s'ils n'avaient pas prononcé cette phrase. Mais ce qui est un peu terrible là-dedans, c'est que ça empoisonne tout débat. C'est-à-dire, on est en train de déporter un débat dans un contexte où les gens souffrent. Ils se demandent si on va boucler la fin du mois et on leur parle d'une histoire de Gaulois assez bizarroïde. Et donc, ça pose une autre question. Je me demande si on n'est pas au point aujourd'hui avec... Et d'ailleurs, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, à ma grande surprise à propos de la sécurité sociale, qu'il y a si peu de différence désormais entre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui aspirent à y revenir, c'est-à-dire la droite, donc ceux qui se chamaillent là, qu'on peut se demander si on ne choisit pas des terrains extérieurs à celle de la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire le travail, l'emploi, la recherche, le pouvoir d'achat, la répartition des richesses, pour porter des débats qui, certes, ont leur influence. Il ne faut pas sous-estimer, moi je ne suis pas de ceux qui sous-estiment l'influence de tels débats, mais qui les déportent sur autre chose, parce qu'au fond, ce qu'on appelait traditionnellement cette espèce de clivage gauche-droite, avec ceux qui se succèdent au pouvoir, avec ces espèces de grandes coalitions qui commencent à naître dans l'Union européenne, il n'y a plus de différence. Et donc on cherche des différences ailleurs. Mais les perdants de tout ça, ce sont les salariés, ce sont les gens qui souffrent aujourd'hui, et ça c'est extrêmement inquiétant. Alors, si je me tourne vers l'opinion, et au fond c'est quand même ça le débat central, je crois que l'opinion, elle est à peu près convaincue que entre gauche et droite, sur le plan de l'économie... Parti socialiste et droite. De l'économie, en réalité, elle se dit, bon, celui-ci succède à celui-là, mais en réalité, ils vont faire la même politique. Du point de vue de l'économie, il y a quand même des inflexions dans les programmes qui sont sévères et intéressantes. Mais la fracture, elle reste là, et elle porte en effet sur les sujets de société. C'est là que se situe la véritable différence entre la gauche et la droite. Elle existe, et ce qui est très frappant, c'est de voir combien la gauche officielle, c'est-à-dire gouvernementale, sociale, etc., a abandonné, mais a littéralement abandonné les classes populaires qui aujourd'hui votent Front National. Et si elles votent Front National, c'est pas pour des questions économiques, c'est pour des questions de société. Mais alors, là, vous êtes en train de soulever une sacrée question. Ah oui. Parce que à ce tarif-là, les citoyens, le monde du travail, même la jeunesse, va être enfermé dans pas d'alternative économique et sociale pour moi, mais on va se diviser sur les questions dites sociétales ou les questions identitaires. Et ça, c'est extrêmement grave pour l'avenir de la société. Mais c'est un fait. Hein? C'est un fait. Oui, mais ce n'est pas une bonne chose. Ah, mais ça, c'est autre chose. Moi, je dis que c'est cela l'explication du débat d'aujourd'hui. Non, je vous coupe. C'est vrai que c'est un vrai débat, et quelque part, vous avez sans doute raison tous les deux. Un mot quand même sur Emmanuel Macron. Je vais vous proposer une galerie de portraits. Alors, on va reconnaître Matteo Renzi, Sigmar Gabriel, il y a également Pierre Moscovici, Jean-Pierre Levade. Bon, point commun entre eux, ils devaient participer à Lyon à un colloque organisé par Gérard Collomb, soutien, on le sait, de Macron. Ce colloque réunit des think tanks réformistes. Emmanuel Macron est du rendez-vous. Les mauvaises langues disent que c'est l'Élysée qui a fait pression sur Renzi, Gabriel, Moscovici, Pierre Levade pour qu'ils annulent leur participation. Est-ce que vous y croyez ? Ah ben j'y crois tout à fait. Il n'y a pas que l'Élysée. Je pense par exemple dans le cas de Pierre Levade que Bayrou lui a donné un coup de téléphone en lui disant attention Macron. Ben, évidemment, l'Élysée a bien compris que Macron était dans le paysage un concurrent extrêmement dangereux pour lui, bien sûr. Oui,
C'est vraisemblable. Je crois qu'effectivement, le positionnement de Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est un positionnement qui peut rassembler ce qu'on pourrait appeler une sorte de centre-gauche jusqu'à un centre-droit, en tout cas de Bayrou, peut être un danger pour tout ce beau monde et vraisemblablement il le barre la route, bien que je ne partage pas les opinions et les orientations de M. Macron. On fait de l'analyse. Bien, on va traverser l'Atlantique à présent depuis bientôt 8 ans. Barack Obama se trouve à la Maison-Blanche et pourtant, rarement les tensions entre communautés n'ont été aussi vives. Nouvelle nuit de violence à Charlotte, c'est en Caroline du Nord. Malgré le couvre-feu, des centaines de manifestants se trouvaient dans la rue pour dénoncer la mort d'un noir tué par un policier, lui aussi d'ailleurs noir, Antoine Magnan. Les rues de Charlotte, quadrillées par les militaires de la Garde nationale. Pour cette troisième nuit consécutive de manifestations, ils sont venus renforcer la police locale. Autre mesure décidée, la mise en place d'un couvre-feu annoncé dans la soirée par la mairie de la ville. Pas suffisant pour dissuader les manifestants de défiler. 3 jours après la mort de Keith Scott, abattu par des policiers, les autorités souhaitent éviter de nouveaux affrontements. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un manifestant a été tué et 2 policiers blessés à l'œil. Un couvre-feu en plus de l'état d'urgence, pas sûr que ces mesures freinent la contestation. Les manifestants réclament toujours les enregistrements vidéo de la mort de Keith Scott. L'enjeu, établir s'il était ou non armé au moment des tirs des policiers. Alors ça c'est le factuel comme l'on dit, mais au-delà il y a évidemment ce débat, 8 ans de présidence Barack Obama. Comment expliquez-vous ces tensions raciales dans le pays ? Il y a des forces internes aux États-Unis, par-delà Barack Obama, qui poussent à cela. Et il n'a pas pu résoudre un certain nombre de problèmes auxquels il s'était pourtant attelé. Et j'imagine que pour lui, personnellement, c'est un échec assez terrible. Et des campagnes comme celle de Trump, de celles qu'ont fait les Tea Party avant lui, poussent évidemment au non-règlement de ce problème, mais poussent au racisme, à la division, ce dont nous parlions tout à l'heure. Et donc là, il y a une grande question qui est posée à la société américaine pour précisément faire société ensemble et sortir de ce racisme. Moi, par exemple, je défends un journaliste nord-américain qui a été condamné à mort, qui a été sorti du prison du couloir de la mort et qui aujourd'hui est privé de soins. Il s'agit de Mumia Abu-Jamal. Je ne comprends pas qu'on ne traite pas cette question. Ne serait-ce que le traitement de la maladie, l'accès aux médicaments pour la maladie qu'il a dans l'État de Pennsylvanie. Cette violence à Charlotte n'est pas, malheureusement, un événement nouveau. Nous en avons eu plusieurs depuis le printemps, mais aussi l'année dernière. Et chaque fois, la police se trouve avoir affaire à des manifestations qui suivent un incident grave, parce que mort d'homme. Donc, je ne me prononcerai pas. La nouveauté, c'est que ce soit un policier noir qui soit engagé dans la mort de ce manifestant également noir. Il y a eu des incidents extrêmement violents quand des policiers blancs étaient impliqués par des actions concernant les Noirs. Et là, il y avait un caractère raciste. Ici, il y a un caractère anti-policier. Moi, je ne pense pas que ce soit la campagne de Trump qui pousse à ce genre d'incident. Je pense que la campagne de Trump est une résultante de cette situation qui n'est pas bonne et qui n'a pas été améliorée par la présidence d'Obama. Donc, la campagne de Trump traduit l'état de la société américaine. Mais il faut dire qu'il se présente contre qui ? Contre Hillary Clinton, qui n'arrange rien non plus. Merci, messieurs, pour ces commentaires sur l'actualité en ce vendredi midi. Bon week-end. On se retrouvera bientôt sur le plateau d'LCI Midi. Restez avec nous dans quelques instants. On fait le point sur l'actualité.